des invités prévus. Merci d'être venu tout court. C'est déjà pas mal. Ça montre que vous vous intéressez aux haies, c'est bien. Donc on va essayer d'en parler un petit peu ce soir. Ce que je vous propose, c'est que, bon, vous ne connaissez pas tous. Alors j'aurai un peu des difficultés de voix parce que je suis un peu enrhumé. Vous ne connaissez pas tous Mathias, qui est de l'association Graines et Canopées, qu'on a invité à venir participer à la réunion pour nous apporter son expérience, son éclairage, et puis nous parler aussi de ses projets, parce qu'il y a plein de projets dans la région. Voilà. On va commencer par une petite présentation, mais on va faire assez rapide, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Une demi-heure, 35 minutes, mettons, si on déborde un peu. Et puis ensuite, peut-être, Mathias, tu pourras peut-être nous présenter un peu. Oui, rapidement, succinctement. Rapidement, l'association Graines et Canopées. Et puis après, et par contre, tu peux intervenir pendant la présentation parce que je risque de. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, alors que. Pas beaucoup plus que toi. Oui, mais tu as mis les mains dans le cambouis, et en l'occurrence dans la terre. Et ça aide sûrement à en savoir un petit peu plus. Tu me connais plus que tu dois. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, on discutera. Et puis enfin, on terminera en grignotant quelque chose et en buvant un verre de quelque chose. Si on a que 55, on va pas manger. Comment? S'il y a la Il y avait prévu pour 70 personnes. On n'avait pas forcément prévu pour 70 personnes. Puis on suppose que vous avez de l'appétit. Puis en plus, des gens arrivent encore. Très bien. Trouvez pas. Merci. Installez-vous. Vous voyez, il reste largement la place. Installez-vous et on n'a pas commencé. Donc vous arrivez tout à fait au bon moment. Bon, donc on va parler des haies. Alors sur cette première diapositive, là, on voit tout le monde imagine ce qu'est une haie, mais chacun la voit différemment parce qu'il y a toutes sortes de haies possibles, mais en gros, c'est quand même un linéaire de végétaux de différentes dimensions, de différentes natures, de différentes dimensions, de différentes essences, le long d'un chemin, en bordure d'un pré, d'un champ. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on connaît visuellement, dont on a l'habitude parce qu'on en voit souvent, mais en fait on ne se rend pas forcément compte de tout l'intérêt, de tous les intérêts que ça présente et en fait de tous les services que ça nous rend. Donc le but de la présentation, ça va être de ça. Ça va être de voir. Alors, si je fais ça, c'est bon. Donc on va regarder les différents services que peuvent nous apporter les haies bocagères. On va se focaliser sur les haies bocagères. Mais après, il y a plein de choses à transposer à partir des haies bocagères sur d'autres types de haies, y compris dans son propre jardin. Donc ça amène plein de services. Des services climatiques, hydrologiques, agronomiques, on va les voir peut-être ensemble. Des services de production, pas tout le temps, mais enfin ça dépend quoi encore. Mais des services de production de matériaux, de bois, de production de fruits. Des services écologiques, là on parlera de biodiversité, de faune et d'oiseaux. Et des services récréatifs parce que ça compose des paysages et que ça donne de l'agrément au paysage et ça donne du plaisir aux balades, ça agrémente les balades, les loisirs et tous les usages récréatifs. Alors après, dans un deuxième point, on verra un petit peu les éléments qui sont importants pour qu'une haie fournisse vraiment tous ces services. Et on verra qu'il faut des végétaux locaux, plusieurs strates et plusieurs hauteurs de végétation dans la haie, et puis de préférence qu'il y ait une large étendue d'herbe au pied de la haie, de part et d'autre de la haie, de façon à ce qu'il y ait aussi une vie dans le sol. Et puis ensuite on passera aux échanges. Alors...
Alors, ce tableau, aimablement fourni par Graine et Canopé, nous résume les différents types de fonctions. Donc, ça reprend un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on va maintenant, on va rentrer dans le détail. Alors, on peut regrouper de différentes façons. Ici, ça a été regroupé autrement. C'est vrai que les fonctions agronomiques, on peut y mettre les insectes et la biodiversité parce que ça a une utilité aussi pour les cultures, pour les sols. Et les fonctions environnementales, on peut mettre des choses qui pourraient aussi se mettre dans les fonctions agronomiques avec la conservation des sols. Mais voilà, on a plein de services qui sont rendus par les haies et on va essayer de les passer en revue. Alors, d'abord, et c'est quand même particulièrement important maintenant, depuis quelques années, on subit quand même, et on le voit, on le subit vraiment dans notre région et dans notre vie, à chacun. Il y a des dérèglements climatiques qui sont assez importants, et les haies peuvent participer à maintenir, à limiter le réchauffement climatique, parce que pour une première raison, c'est que la végétation en général, mais évidemment plus particulièrement les arbres, vivent grâce à la photosynthèse, et que par la photosynthèse, les arbres et les arbustes capturent du CO2 qui se trouve dans l'air ambiant. Et ils utilisent ce CO2 pour leurs besoins de croissance. Ils captent le carbone qui est compris dans le CO2 et ils relâchent l'oxygène. Donc ils ont un effet bénéfique de captation du carbone, de captation du CO2. Un autre effet bénéfique très favorable, c'est le ralentissement du vent. Alors évidemment, c'est pas possible avec tous les types de haies. Si on a une haie qui est à cette hauteur-là, ça ne va pas donner grand-chose. Mais des haies qui sont, dans certaines régions, qui sont étudiées de façon justement parce que ce sont des régions venteuses, qui sont étudiées pour limiter l'impact du vent, on a un effet très 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 efficace. On le voit par exemple quand on va dans des régions comme la vallée du Rhône, quand on descend dans des régions où il y a des vents dominants assez forts, il y a des haies qui sont constituées avec des hauts arbres et il y a un ralentissement du vent qui est très important. Je vais t'apporter un petit chiffre par rapport à ça pour avoir une vision concrète. Une haie, ça ralentit à peu près jusqu'à 10 à 15 fois, même jusqu'à 20 fois la hauteur de la haie. Une haie de 10 mètres, ça peut ralentir sur une longueur de 150 à 200 mètres le vent. Il y a un effet freiné du vent fois 10 à fois 15 par rapport à la hauteur de la haie. Ce qui est assez conséquent pour protéger les cultures, pour éviter que les maïs se couchent et des choses comme ça, des cultures céréalières notamment. Pour le bétail, évidemment, on sait déjà un petit peu le détail de tout ça. Ouais. Donc c'est assez conséquent, une haie bien faite, avec des arbres de Auger et des arbres de bourrage. Voilà. Une haie plutôt en CP à la base, c'est assez efficace. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, c'est des études qui ont été faites même par des organismes agricoles qui ont démontré que ça avait un effet bénéfique. Contrairement, on pourrait penser qu'un mur, par exemple, arrête mieux le vent. En fait, c'est faux, parce que le mur fait monter le vent, provoque des turbulences, et les turbulences se propagent derrière le mur. Alors qu'une haie a un effet beaucoup plus dilué, beaucoup plus diffus, mais elle ralentit, arrête vraiment le vent. En plus, à l'autre effet, le vent pénètre dans l'intérieur, un effet de climatisation en quelque sorte, de condensation. Et donc ça a d'autres effets après. Oui, ça a sûrement aussi d'autres effets. C'est un effet aussi, là c'est au niveau très très localisé sur une parcelle, ça a un effet aussi au niveau
au niveau un petit peu plus large, pas local, mais d'une ville ou d'un espace géographique, on parle de rugosité du paysage. Il faut que le territoire soit bien maillé de haies assez denses, comme il y a dans certaines régions comme le Bocage normand, il y en a encore pas mal. Et sur un territoire vraiment dense, il y a un effet de rugosité, le vent est vraiment freiné de manière conséquente sur un territoire bien plus large qu'une parcelle agricole. Donc voilà un premier intérêt des haies. On dit même, alors après, ça, moi j'ai relevé des chiffres en me documentant un peu sur le sujet, mais je crois que ça vient de travaux soit de l'INRA, soit des chambres d'agriculture. On parle même d'augmentation des rendements des cultures, et même des rendements de l'élevage, de 6 à 20%. Bon, je le donne sous toute réserve parce que je suis incapable de le vérifier, mais ça vient d'organismes agricoles. Donc le fait de ralentir le vent a un effet positif sur la possibilité de rendement agricole. Ah oui, effectivement. Ça sèche moins les sols. Bah oui, aussi. Comment ? Les sols sont moins asséchés. Alors voilà, ça diminue le dessèchement des sols. Bah oui. Bien sûr. C'est assez complexe en fait. Il y a une baisse de productivité aux abords de l'Aille parce qu'il y a concurrence hydrique au niveau racinaire des arbres pompent un peu plus d'eau, puis il y en a moins de disponible pour les cultures. Donc vraiment baisse environ 6 à 10 mètres. C'est pour ça que c'est bien de laisser une bande enherbée aussi sans culture, il y a des effets positifs. Mais par contre en milieu de parcelle, il y a un gain de productivité parce que le vent est freiné. Il peut y avoir un petit effet aussi bénéfique avec les racines des arbres, la vie du sol, ce qui se passe dans la vie du sol, c'est très important. Le petit apport d'humus avec les feuilles qui tombent, voilà, effectivement, on considère en général qu'il y a à peu près 5-10% de bénéfices en général, en moyenne, voilà, entre la perte aux abords de la haie et le bénéfice de 15-20% sur le milieu de la haie. Voilà. C'est des chiffres moyennes qui ont été étudiés. Et puis ça permet aussi que l'eau pénètre mieux aussi. Donc ça, tout ça, Bien sûr. donc, Alors, voilà, oui, tout à fait. Donc la photosynthèse, on en a parlé, et la régulation des températures. Là aussi, dans les pays bocagers, on constate que les variations de température sont atténuées par le bénéfice des haies par rapport à des régions où il n'y a plus du tout de haies. Le gel, il peut toujours y avoir du gel, mais malgré tout, les températures descendent moins facilement. Et par rapport à la chaleur, le phénomène est le même, les températures montent moins aussi. Donc on a en fait un effet beaucoup plus... un effet relativement efficace contre les excès de chaleur ou de froid. Alors la suivante. Bon, cette diapositive, elle est assez complète, elle montre en fait toutes sortes de choses à la fois. Mais elle est intéressante parce qu'elle est assez parlante sur l'ensemble de la structure d'un végétal, là en l'occurrence un arbre, avec sa partie aérienne et sa partie souterraine. Et donc, évidemment, l'effet brise-vent, il sera essentiellement dans la partie supérieure et dans la partie médiane avec des végétaux de taille moyenne, avec des arbustes. Là, on montre qu'un seul arbre, mais pour qu'une haie joue vraiment son rôle de brise-vent, il faut qu'il y ait plusieurs strates. Il faut qu'il y ait des végétaux de haut jet, on dit comme ça, je crois. Et puis à côté de ça, des arbustes relativement serrés pour que ça forme un véritable rempart qui diffuse, qui atténue le vent. Donc là, ça résume un petit peu ce qu'on vient de voir et ça montre aussi d'autres choses. Cette petite diapositive serait
c'est bien aussi pour illustrer les pratiques d'agroforesterie. Là, il fait évidemment partie des pratiques d'agroforesterie, c'est-à-dire d'amener l'arbre à l'intérieur des parcelles agricoles. Ce qu'on va appeler plutôt agroforesterie, c'est de placer des arbres à l'intérieur des parcelles agricoles. Et se passer environ 20-25 mètres pour laisser passer les engins agricoles. Voilà, et par ligne comme ça, là, il y a un intérêt bénéfique pour les cultures et pour les arbres. Voilà, c'est une autre pratique. Là, on parle essentiellement des haies, et là, ça illustrera plutôt, ça pourrait illustrer en tout cas des pratiques d'agroforesterie avec des arbres intraparcellaires à l'intérieur des parcelles. Et vous en faites comme ça de la Comment? Vous arrivez à mettre des arbres dans les cultures comme ça Ça se fait, nous on ne l'a pas fait encore, on n'a pas eu l'expérience de le faire, mais ça se fait, il y a peu d'expérience encore sur le territoire. Il y a un producteur de chanvre qui est à Saint-Épin qui s'appelle Philippe Cadou qui a fait voilà, Saint-Épin. Il n'y en a pas beaucoup, il y a aussi vers Loche, qui s'appelle Michel Auvray qui a fait aussi un vétérinaire qui a fait quelques expériences comme ça. Il faudra un petit peu de temps pour avoir des retours. Il y a déjà eu des expériences dans d'autres régions et les retours sont plutôt positifs. Il y a aussi une façon particulière de gérer tout ça. Il y a production après de bois d'œuvre un petit peu plus tard, parce qu'il faut tailler un petit peu évidemment pour qu'il n'y ait pas trop de concurrence de luminosité pour les cultures. Mais les premières années, il n'y a aucun souci, les arbres sont jeunes, voilà, il n'y a pas de souci. Et justement, là, la diapositive est bien pour illustrer surtout ce qui se passe au niveau du sol. Une restauration de la vie du sol, c'est important. Là, les sols agricoles sont très très détériorés. Parce que beaucoup trop labourés, voilà, ça c'est une des choses à faire aussi. C'est super d'implanter des haies, mais si tu continues à labourer, il va toujours y avoir des écoulements des eaux. Ça va pas régler le problème, ça restera là pour freiner, filtrer, mais il y aurait besoin de changer un peu les pratiques agricoles, de ralentir le labour en tout cas. Et justement, pour en dire ça, tu disais, au bord des haies, il y avait une réduction De production. Ouais. Alors, le labour favorise cette différence. Ouais. Ici, on évite le labour et on favorise la mycorhisation. Alors après, sur certains arbres, il faut des auxiliaires d'arbres pour faire la clé sur un chêne. Oui, c'est il y a toute une des choses complexes. Mais en mycorhisant, il y a des choses, c'est assez complexe quand même. Ne nous égarons pas. Restons sur l'air. Et la Chambre d'agriculture qui a une parcelle d'expérimentation en agroforesterie. C'est fort possible, j'en ai pas connaissance. N'hésitez pas à manifester des expériences et autres ou des connaissances pour échanger avec tout le monde. Après, j'ai pas eu de retour de leur part, mais ce serait intéressant de se rapprocher d'eux pour savoir. Ouais, tout à fait. Alors là, cette diapositive, elle est intéressante parce qu'elle montre un chiffre sur l'amélioration du bilan carbone. Elle montre que la haie capte du carbone, donc est un puits de carbone. Ça retire du carbone qui est du CO2 qui est dans l'air ambiant. Et là, ce chiffrage a été fait là aussi par un organisme spécialisé. 1 km de haie, donc c'est déjà une grande haie, représente 128 tonnes de CO2 stockées. Donc on est sur des effets climatiques qui sont importants, qui sont intéressants, parce qu'aujourd'hui, on sait que le réchauffement climatique passe en partie par les émissions de CO2. Ce n'est pas les seuls gaz à effet de serre, mais c'en est un important. Et la haie contribue à diminuer ça. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de bocage. Je voulais juste préciser là-dessus que les régions bocagères bénéficient d'un climat qui est plus tempéré, donc les températures montent moins et baissent moins, mais il y a aussi un effet d'humidité. Il y a un effet d'humidité plus important, donc qui apporte de la fraîcheur et qui est bénéfique à la fois aux végétaux, mais aussi aux animaux et aussi aux humains. Donc ça a vraiment, les végétaux ont vraiment des effets très très importants dont on ne se rend pas forcément compte, parce que c'est vrai que tous ces effets-là sont pas mesurables a priori. Parfois on les ressent. Quand on sort d'une ville et qu'on va dans une région beaucoup plus moins dense, moins urbanisée,
et où il commence à y avoir des arbres, tout de suite on sent une diminution de température. Il y a tout de suite 2-3 degrés d'écart et on le ressent, mais on finit par ne plus y faire attention. Et en fait, ce sont des éléments de confort qui sont très très importants et les haies y participent beaucoup. Parce qu'un arbre isolé va faire quelque chose, bien sûr, mais une haie, c'est beaucoup plus. La continuité d'une haie va apporter un effet encore plus important. Donc un gros gain au niveau climatique est là. Alors ensuite, il y a des effets, il y a des effets hydrologiques très importants aussi des haies. Parce que tous les végétaux qui sont enracinés dans la haie, les arbres, les arbustes, la bande enherbée, tous les végétaux ont des racines qui plongent dans le sol à différentes profondeurs du sol suivant la taille des végétaux et suivant le type des essences d'arbres. Mais toutes ces racines, en fait, quand l'eau pénètre dans le sol, toutes ces racines filtrent les polluants parce qu'elles utilisent certains des minéraux contenus dans les polluants pour leur propre croissance. Et par ailleurs, l'enracinement des végétaux dans le sol crée des espèces de mini-couloirs le long desquels l'eau peut pénétrer plus facilement que sur un sol où il n'y a aucune végétation. Même si ce n'est pas un sol bitumé. C'est simplement une terre simplement durcie parce qu'il n'y a pas de végétaux dessus. L'eau va ruisseler sur cette terre, mais pénétrera beaucoup moins dans la terre que s'il y avait de nombreux végétaux plantés. L'intérêt de ralentir le ruissellement de l'eau, grâce à des haies notamment, c'est aussi d'éviter des inondations. Parce que plus l'eau ruisselle facilement sur un terrain, plus elle descend, bien sûr, elle va vers le point le plus bas, et plus elle va se rapprocher d'un fossé, d'un ruisseau, qui lui-même va aller alimenter un cours d'eau. Et ce sont ces effets de ruissellement rapide qui provoquent des afflux d'eau très importants, qui provoquent ensuite les inondations. Si une partie de l'eau de pluie est absorbée par le sol, c'est évidemment très bénéfique pour limiter les inondations. Alors après, là je pense qu'il y a des techniques pour planter les haies d'une certaine façon et dans certaines conditions. Les sols en pente, là. Ouais. Oui, alors Christian parlait de l'eau de ruissellement. Quand les champs sont labourés et que la terre est laissée à nu, l'eau évidemment ruisselle, mais elle est accompagnée de terre et de la bonne terre arable. C'est pour ça qu'il y a une grosse perte aussi, qui finit dans les ruisseaux, qui détériore les qualités des eaux évidemment. Et par exemple, pour ce genre de sol en pente, évidemment, ce qui serait de pire, c'est de laisser la terre à nu. Il y a des techniques de ce qu'on appelle de haies sur talus. Alors, c'est une chose assez simple. Il faut créer une espèce de talus, à peu près de 2 mètres de hauteur, en parallèle de la pente, justement, pour venir retenir l'eau. Il y a une espèce de perpendiculaire à la pente. Oui. Perpendiculaire, j'ai dit quoi, pardon? Ouais. Perpendiculaire à la pente. Et donc, l'eau en ruisselant va venir en fait cogner un petit peu contre ce talus et va venir s'infiltrer. Ça fait comme un espèce de petit fossé, voilà. Ça s'infiltre beaucoup plus facilement et ça évite que ça débatte, que ça dégringole. Il faut que l'air soit bien continu et que le parcours, le cheminement d'eau est assez complexe. Il faut vraiment qu'il y ait un maillage, un ceinturage de l'eau pour que ça s'infiltre correctement. C'est une des possibilités, la haie sur talus. Il y en existe d'autres. Donc là, on voit qu'il y a un effet bénéfique pour limiter les inondations, mais il y a aussi un effet bénéfique pour la qualité des terres, notamment quand il y a des cultures, parce que ça évite l'érosion du sol, ça évite que la partie meuble, la partie de la terre qui est la plus fertile, soit emportée par un ruissellement trop important. La haie vient arrêter ce ruissellement, ça freine l'érosion des sols.
Alors tout à l'heure, on a parlé un petit peu des éléments minéraux et des produits. Alors, on n'a pas parlé des produits phytosanitaires, mais là aussi, c'est un gain important. Bon, d'une part, les haies, a priori, ne sont pas traitées avec des produits phytosanitaires, donc elles sont relativement saines pour abriter la biodiversité. Mais par ailleurs, elles jouent aussi un rôle de dégradation des pesticides. Alors là, il ne faut pas me demander comment ça se passe parce que c'est de la chimie, j'imagine. Mais les végétaux dégradent un certain nombre de polluants chimiques parce qu'en fait, ils trouvent des molécules qui les intéressent et ils extraient ces molécules et finalement ils cassent les molécules polluantes pour en retirer certains éléments minéraux qui sont nécessaires à leur croissance. Donc ça a aussi un effet de lutte contre la propagation, contre la dérivation des produits phytosanitaires vers les cours d'eau, vers les rivières. Donc les haies sont particulièrement intéressantes et quand il y a des rivières, quand il y a des haies qui longent des rivières, c'est un barrage qui permet de limiter la pollution qui va se retrouver dans la rivière parce que le barrage des végétaux, des arbres, va capter une partie des produits phytosanitaires. Il ne faudrait jamais cultiver jamais faire de culture en bord de. C'est très mauvais signe quand il y a des cultures en bord de ruisseaux, en bord de cours d'eau, en bord d'un fossé. C'est très mauvais signe. Il faudrait au moins laisser une bande enherbée, c'est-à-dire de l'herbe sauvage poussée sur au moins une dizaine de mètres. Avec ça, ça filtre beaucoup les pesticides. C'est de l'ordre de 70 à 90% pour le phosphore, l'azote. Ah oui, je ne savais pas que c'était des pourcentages Oui, aussi. ça peut être très très élevé. Rien qu'une bande enherbée, les racines des bandes enherbées vont filtrer de manière assez conséquente les polluants. Donc ça, c'est encore un effet invisible, mais bénéfique de la végétation. Là, c'est la bande enherbée Oui, principalement. je pense que c'est autant valable pour la haie, Ouais. et encore mieux, et associé à la bande enherbée. Alors, on va regarder la prochaine. Alors, le dernier canapé doit reconnaître beaucoup des diapositives, Oui, moi je les connais pas toutes, mais mais elles sont bien faites. Donc là, le dessin est bien parce qu'il illustre bien la façon dont une haie, avec justement un talus, placé en bas d'une pente, une haie, crée un phénomène d'infiltration beaucoup plus important de l'eau en amont de la haie. Ici, ça permet à l'eau qui est bloquée un peu ici de pénétrer beaucoup plus dans le sol et éventuellement ça permet qu'il y ait ensuite des sources qui se créent en fait juste derrière, comme ça, juste sous une haie parce que ça crée un stockage d'eau. Donc toujours bien sûr ces haies doivent être implantées perpendiculairement à la pente pour retenir l'eau, pour éviter l'érosion des sols. Et le talus joue un rôle un peu comme une zone humide dont on a eu l'occasion de parler d'autres fois. Ça joue un rôle d'éponge. Ça permet de bien capter l'eau et puis ensuite l'eau va être restituée. D'abord la végétation va s'en servir pour pousser et puis petit à petit l'eau va finir par s'écouler. Soit elle va s'écouler en profondeur pour rejoindre des nappes, soit elle va finir par s'écouler doucement et pour rejoindre un fossé ou un ruisseau. Alors, là, vous le voyez, vous arrivez peut-être pas bien à le lire, si ça va. Bon, tout le monde, voilà. Donc c'est un exemple qui est intéressant. C'est du vécu, hein. C'est un exemple qui a été constaté par un agriculteur dans le Puy-de-Dôme et qui, en récupérant une haie, avait fait raser toutes les haies. En récupérant une parcelle, avait fait raser toutes les haies
Et après cet arasement, ils se sont aperçus dans le hameau qui était à côté qu'il n'y avait plus d'eau à la source. La source ne donnait plus d'eau. Et en fait, ils ont retrouvé la source, mais ils ont été forcés de faire un forage beaucoup plus profond. Et ils ont retrouvé 80 mètres plus bas, ils ont retrouvé la source, mais elle était beaucoup moins conséquente, elle avait perdu les 2/3 de son volume. Donc en fait, là aussi, c'est un effet ça tombe pas sous le sens, c'est pas quelque chose où on se dit, bah oui, c'est évident. Non, ça tombe pas vraiment sous le sens, mais voilà encore un exemple de la façon dont la végétation, et spécifiquement une haie placée de cette façon-là, arrive à avoir un effet bénéfique sur l'infiltration de l'eau pour former des nappes souterraines qui alimentent ensuite des sources. C'est un peu de boulot de faire une haie sur talus, hein. Il faut des engins de chantier. Ça se faisait à l'époque les paysans l'avaient fait à la main. Ça se fait beaucoup en Bretagne, c'est une tradition assez ancrée en Bretagne, ça se faisait à la main. Ils faisaient le talus, ils plantaient sur le talus. Là on peut bénéficier des engins de chantier, merci le mazout pour ça, je vais garder pour ça. Voilà, mais ça demande un petit peu de boulot, hein, parce que faire un talus de 2 mètres de haut, ça prend un peu d'énergie. Ouais, j'imagine. C'est ce qui fait que dans certains coins, on se trouve sur des routes avec des talus énormes qui grimpent sur les côtés, tout de suite sur les côtés de la route. Des talus avec des arbres assez gigantesques dans les régions bocagères. Oui, on voit pas mal c'est ça. Ouais. Où est-ce que vous voyez ça? Dans quelle région? Là, tu me poses une colle, mais je crois que j'ai vu ça du côté plutôt en allant vers la Bretagne, mais pas encore en Bretagne, dans la zone intermédiaire, en montant en Bretagne. Parce que moi j'ai revu des plantations de haies à la campagne, dans ma région, mais ils n'ont jamais fait des talus. Hein. Ça dépend des régions. Il y a des régions qui sont Bretagne ont beaucoup installé ça. Il y a d'autres régions que je ne connais pas, mais dans notre coin, non, on ne voit pas. Non, moi, par contre, il y a eu des haies de replantées, ça c'est sûr. Après, Oui. pour le moment, là, ils ont Juste un petit chiffre pour les questions de haies existantes, arrachées, pas arrachées. Ça, c'est des estimations. Aujourd'hui, il y a à peu près chaque année 20 000 km qui sont arrachés ou qui sont laissés dépérir pour seulement 4 à 5 000 replantés. Ça continue en fait. Comment? Ça veut dire que ce phénomène continue, parce Oui, qu'il y avait ça le continue. Ça phénomène continue. à l'époque Ouais. où ils ont remembré, on peut comprendre, pour regrouper les terres, Ouais. mais si ça continue, c'est... Non, ça continue toujours. Oui, Parce que si on prenait, je crois, tous les kilomètres de haies qui ont été arrachés depuis les années 50, là on parle de 1 million. J'ai pas le chiffre, mais ça Non, doit mais être- les années 50, 1 million de oui. kilomètres, c'est énorme. Oui, mais cette période-là, mais maintenant, si. Ben voilà, c'est ça pas continue tout. encore Ça aujourd'hui, va, c'est 20 000 km par an. À peu près. Ouais, Un petit peu. 24. Oui, j'ai lu des chiffres un peu Oui, c'est supérieurs, mais bon. Selon les manifestants, selon la police. Les 20 Ça 000 dépend km, des- ça dépend des c'est sources. gigantesque, c'est la moitié du Bah, surtout, territoire. on le sait maintenant. On a, à une époque, bon, on est quand même informé maintenant. Et que- puis aujourd'hui, on sait que c'est. Bah oui. Oui, mais en On peut même faire temps, autrement. bon, ce qu'il faut quand même comprendre en même temps, c'est que les haies correspondaient en tout cas à la campagne, en milieu rural, elles correspondaient à un mode de fonctionnement, à un mode d'exploitation aussi en partie. À partir du moment où il y a eu une mécanisation très importante avec des très gros engins, ben, ça a permis de travailler des surfaces beaucoup plus importantes et les haies se sont trouvées, les agriculteurs se sont dit, ben, c'est trop étroit, je pourrais, plutôt que d'avoir 2 parcelles contiguës avec une haie qui passe au milieu, je vais faire sauter la haie du milieu et puis ça sera beaucoup plus commode pour utiliser les engins agricoles. Ils étaient payés pour Ça enlever. fait Ils étaient payés pour enlever. Comment? Oui, ils étaient payés pour enlever les. On les paye maintenant pour en remettre. Voilà. C'est le renom. Voilà. Oui, dans la politique agricole commune, il y a eu toute une période où il fallait retirer les haies. Il y a encore 2 autres raisons. La première, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc avec des exploitations de plus en plus grandes. Oui, mais c'est lié à la mécanisation. en fait. Et la deuxième, c'est qu'il y a certaines aides européennes qui sont versées au mètre carré, presque
À l'hectare, oui. Et C'est donc si on l'essentiel. enlève 1 km de haie sur, bon, ça fait, je sais pas, une largeur de 10 mètres, voilà. C'est la largeur d'une haie? Ah non, Ça non, non, dépend, non. c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins en général. Mais C'est- justement, tu poses bien la question. Oui. Parce que si un agriculteur laisse une haie d'une largeur de 10 mètres depuis la limite de sa parcelle et que ça mange 10 mètres à l'intérieur, il va effectivement être perdant sur la PAC, Ouais. sur la politique, sur les aides de la politique agricole commune, parce que les haies vont être décomptées Voilà. de la surface cultivée. Il y a des aides, après, il y a des choses qui sont comprises dans la PAC, il y a justement des choses sur l'aide. Ça, c'est Bénédicte, qui est dans notre association, qui connaîtrait plus le côté juridique, mais les haies sont comptées quand même dedans. Ils ont Alors des aujourd'hui, obligations- oui, ça des a obligations, commencé à et changer. voilà. Mais ça commence juste à changer. Effectivement, ça serait Mais c'est tout récent. Et encore récemment, j'entendais quelqu'un dire, et c'est contrôlé en plus, et c'est contrôlé par photo aérienne, hein, c'est les satellites qui font le travail. Et avec les photos aériennes, et en mettant là-dessus, en mettant une cartographie et en mettant les parcelles, ils arrivent finalement à vérifier les parcelles. Il y a un contrôle des surfaces réellement cultivables parce qu'elles ne sont pas couvertes par des haies. Et les ajustements d'aide à l'hectare sont faits à partir de ces photos-là. La question est très complexe, hein, c'est systémique, hein, c'est le système agricole qui aura d'autres questions. C'est pour ça que j'ai étudié très la complexe. question sur ces-là pour les rendre productifs, parce qu'on peut faire plein de choses aussi de la gémothérapie. Il n'y a pas que ça, il y a énormément de choses. Oui, alors il y a plein de... Mais c'est tout, Là, comme dit un truc Mathias, à c'est tout développer, un... en fait. C'est tout un système agricole qui a beaucoup évolué depuis les années 50 et qui fait qu'on a changé complètement de pratique. Et qu'aujourd'hui, pendant une très longue période, les haies, c'était pas. Oui, sauf qu'il y a quand même différents systèmes agricoles. Tout le monde ne travaille pas comme dans la Beauce. Bien sûr. Non, c'est vrai. C'est pour ça que la question est très complexe. Il y a pas une Très agriculture. complexe. Non, c'est vrai. Et là, les haies, elles ont été, de ma région, donc ils ont enlevé les haies. Après, ils ont eu des subventions pour en remettre. Oui, Et les ouais. paysans pour jouer le jeu. Et franchement, ils ont des haies magnifiques. Voilà. Non, mais je Donc, ne jette pas ça la pierre dépend sur des les régions et agriculteurs. Par rapport au fait. Non, mais voilà. Non, mais bien sûr, c'est suivant qu'on est en Bretagne, qu'on est dans la Beauce, qu'on est dans une région montagneuse, qu'on est en Aquitaine, les terroirs ne se présentent pas de la même façon, les paysages ne sont pas les mêmes. Et effectivement, il y a des endroits où les haies ont été conservées ou même replantées. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pour expliquer la diminution des haies, il y a quand même eu un très fort mouvement d'arrachage de haies pendant pas mal d'années. Faut peut-être... Celui-ci, on l'a vu ou on l'a pas vu? On l'a pas vu. On l'a pas vu. Bah, c'est un petit peu la même chose. Ça reprend là aussi. Bon, c'est bien illustré. Ça montre bien. Bon, là, on est sur vraiment un terrain en pente avec la haie qui cherche à éviter une érosion des sols trop importante, qui ferait partir toute la partie, toute la bonne terre vers le bas quand il y a un gros orage, quand il y a de très grosses pluies. Donc ça, on a à peu près vu. On va passer. Alors, là, c'est un autre aspect de la haie que personnellement je connais très mal, mais tu m'aideras peut-être. C'est les effets productifs de la haie. Alors, bien sûr, il y a les effets productifs de fruits. Si on met des arbres fruitiers, si on met des choses comme ça dans une haie, il y aura, s'il y a du châtaignier, on pourra prendre des châtaignes, s'il y a du noyer, bon. Donc il y a effectivement cet aspect-là, mais qui est un petit peu, qui est peut-être plus récréatif que professionnel, on va dire. Par contre, il peut y avoir des effets productifs sur des haies importantes au bout de quelques années. Il y a quand même un entretien des haies qui est possible, une taille des haies qui est possible, une coupe de certains arbres ou de certaines branches qui est possible et qui peut permettre, quand un plan de gestion est fait de façon rigoureuse, ça peut permettre, alors avec quelle fréquence je ne sais pas exactement, mais tous les 10-15 ans, ça peut permettre une production de bois assez importante
qui peut rendre service évidemment. Aujourd'hui, où on s'aperçoit que l'énergie est de plus en plus chère, le fait d'avoir une haie autour d'un champ, une haie dans un espace qui peut être exploité tous les 10 ans, tous les 10-15 ans, ça peut apporter pas mal de choses. Donc on va pouvoir trouver évidemment du bois d'œuvre et du bois de chauffage. Là, ça va concerner les lagages de grands arbres. Donc ça ne va pas se faire tous les ans, ça c'est sûr. Ça sera plutôt tous les 15 ans, je pense. Ça peut mettre un petit peu moins en choisissant certaines essences et on peut pratiquer ce qu'on appelle le récépage. C'est-à-dire on va laisser pousser un petit peu un arbre et puis le couper par exemple le charme est très bien pour ça, ou le frêne. On va le couper à la base et il va y avoir plein de rejets. On va sélectionner ces rejets on appelle ça aussi le balivage, avec des baliveaux. Voilà, puis on laisse pousser ces baliveaux qui vont créer des sections rondes d'assez grand diamètre, mais effectivement c'est pas avant 7-10 ans. Voilà. Puis après on vient recouper ces arbres-là et ça repart comme ça. Voilà. Puis, choisissant bien les essences et avec une gestion bien pensée. Voilà. En un temps assez serré, ça peut permettre de le récolter du. Mais quand on fait ça, à cet endroit-là, il n'y a plus de haie. Non, pendant un moment, il y a peu. Ça repousse assez vite, mais effectivement, pendant il y a. Mais c'est bien de faire par Oui, il faut le faire de façon différenciée. Oui, il ne faut pas raser toute la haie. Il faut faire. Ça fait déplacer la biodiversité. Oui, de façon à ce que. Mais c'est ça aussi. Après, sur les petits branchages, il y a le bois plaquette qui peut, lui, résulter de la taille des arbustes. Même des grands arbres, de jeunes branches. Et même des branches. De rameaux jusqu'à 7-10 cm grand maximum. Tout le monde voit ce que c'est du bois plaquette ou pas? Ça fait comme des petits copeaux un peu rectangulaires qui sont faits avec des machines un peu spécifiques. Ça va servir à alimenter par exemple des chaudières à bois. Des grosses chaudières qui peuvent être mis à disposition par les communes ou les intercommunalités. Ouais. Des grosses chaufferies comme ça. Il y a besoin de bois plaquette pour ça. Oui, dans du chauffage collectif. Oui, c'est plutôt des chauffages collectifs. Ouais. Comme ce qu'a fait la métropole. Oui, la métropole en a ces grosses chaudières. Mais là, il faut alimenter, il faut du stock. Et le gros souci, c'est que souvent, pour alimenter ces grosses machines, ces énormes machines-là, ils font des coupes-rinces de forêt ou des sites dans la forêt. Et justement, la haie serait l'endroit idéal pour allier ça un peu. C'est une espèce de compromis entre de l'aménagement humain et de l'aménagement pour la biodiversité. On peut se permettre de tailler ça, de mener la haie de cette façon-là pour alimenter cette. Il peut y avoir aussi, alors ça je pense qu'aujourd'hui ça se voit de moins en moins, mais il y a une époque avec les rameaux, la taille des rameaux récents des arbustes et des arbres, on pouvait faire du fourrage. Et je ne sais pas si ça se fait encore. Ça se fait beaucoup moins. Ça se fait beaucoup moins, mais ça s'est fait dans le passé. Dans des périodes où il n'y avait pas assez d'herbe, il y a certains types de rameaux, de certaines essences d'arbres qui pouvaient être mangés par des. Il y en a d'ailleurs pas mal et ça serait une bonne idée dans ces périodes de canicule et de sécheresse un peu plus prononcées de pouvoir compléter un petit peu le fourrage ou la paille de foin avec quelques branches d'arbres. Voilà. Ça se fait sans souci, même au mois de juin, on peut couper au mois de juin, juillet quelques jeunes pousses, ça peut être du frêne, du noisetier, il y a plein d'essences comme ça qui s'y prêtent sans trop de soucis pour alimenter un petit peu le bétail. C'est bon aussi pour ils font naturellement, on laisse faire les animaux, ils vont aller brouter un petit peu ces jeunes pousses, même des feuilles. C'est très bon aussi au niveau parasitaire, au niveau intestinal. Voilà, les arbres sont très riches en tanins, il y a plein de choses qui sont vraiment bons pour eux. Ça serait une bonne idée de compléter ça, de garder cet apport-là. Et puis ensuite, on peut faire du BRF, du bois raméal fragmenté. Ça, c'est avec le tout blanc, avec tous les déchets de bois. Et ce bois raméal fragmenté, il est très utile pour faire du paillage. Du compost. On peut même en remettre sur les parcelles agricoles. Voilà, on fait des grosses quantités. Ouais. Même, voilà, en mettant un petit peu, ça ramène la vie du sol, de la lignine, tous les nutriments comme ce qui se passe un peu en forêt. Là, les feuilles et les branches tombent au sol, ça se dégrade. On ne va pas inventer l'eau chaude. Qui favorise la micronisation. C'est ça, voilà, pour faire venir le champignon du sol. Donc, Oui, on peut l'utiliser au bout de combien de temps?
On peut l'utiliser tout de suite. On peut l'utiliser tout Il de faut suite. il faut même l'utiliser tout de suite. Ouais. Quand ça devient sec, c'est plus il y a plus tous les numéros à Il y a plus sécher. de travail, Tout le- Voilà. il n'y a plus ces interactions J'ai entre le fait sol. tailler un saule, donc ils l'ont broyé et je l'ai gardé. Mais ils m'ont dit d'attendre parce que ça allait bouffer l'azote de mes plantes. Alors ça oui, ça, il y a les champignons qui attaquent le bois ont besoin d'azote Ouais. il y aura une fin d'azote, on appelle une fin d'azote. Vous pouvez compenser avec un petit apport de purin d'ortie par exemple, des choses comme Ouais. ça, Ils temporairement. te mettent de l'engrais. ouais, Ou vous plantez des légumineuses, la famille des légumineuses pour des fèves ou autres, voilà, peu importe. Si c'est un agriculteur, il va mettre des févrolles, de la luzerne, peu importe. Ouais. Donc je peux l'utiliser. Oui, surtout que le saule c'est bien, il y a en plus des enzymes qui permettent qui boostent encore plus le sol et qui permettent de favoriser la pousse des racines. Il y a des choses très intéressantes dans le saule. Si vous le mettez, puis vous le plantez un petit peu plus tard. Normalement on estime 6 à peu près 6 mois. Il y a une période un petit peu critique de fin d'azote. Le mieux c'est on étale à l'automne, automne-hiver quand c'est broyé. Et puis Là, ils viennent de le broyer. Et t'as Faites des tests. pas d'autres bois broyés, t'as que celui-là, que le saule. Parce que sinon t'aurais pu le mélanger un peu. Ça marche bien avec l'osier aussi. Ça marche avec l'osier, oui. Voilà. Il y a un booster c'est bon pour faire du bouturage, ceux qui font du bouturage, du marcotage. Si vous voulez, vous prenez des branches de saule ou de machin, Ça part tout seul. Ça. vous l'écrasez, vous laissez 24 heures dans l'eau, ça crée une espèce d'hormone de croissance des racines, voilà, vous bouturez beaucoup plus facilement. Plutôt que d'acheter de la petite poudre blanche en jardinier, ça se racine tout seul, hein, ça, il faut planter dans du béton pour que ça reparte pas. Hein. À ce point-là. Oui, c'est... Bon, là, vous avez un exemple d'arbres qui ont été taillés en tétard. Donc là, ça c'est une technique particulière de gestion des arbres ou des haies qui consiste à les couper au bout de 3 à 4 ans. Oui, pareil, ça va dépendre des essences. Ça va dépendre. Ouais. On parle des saules, ça peut être tous les ans, tous les 2 ans, très, très rapprochés. Et d'autres, tous les 10-15 ans. En fonction de la rapidité. Oui, exactement. Ça dépend ce qu'on va faire avec le bois aussi. Bon, ceci dit, personnellement, je suis un peu fâché quand je vois ça parce que Ah, pas moi. Ah oui, pas moi du tout. Pas du Oui, il est tout. comme ça. je trouve pas ça très beau. Il y a une- Ça ressemble ça. Ça repousse. Ah oui, ça repousse, c'est vrai. Un arbre tétard vit beaucoup plus longtemps qu'un arbre lambda normal. On pense, c'est compliqué à évaluer, je pense que c'est au niveau racinaire. Quand on coupe des branches, les racines qui sont reliées aux branches, que c'est toujours une relation avec ça, elles vont mourir évidemment dans le sol, puis ça va aggrader le sol. Voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau du sol. Voilà. Les arbres menés comme ça Plus résistant. vivent beaucoup plus longtemps. Plus longtemps. S'ils sont continuellement faits de cette façon-là, si on pour certaines essences, si on lève un arbre tétard, redevenir normal, il est plus fragilisé, parce que il va y avoir des énormes branches avec qui peuvent être beaucoup plus cassantes, notamment beaucoup plus prises au vent, parce que ça fait des longues tiges comme ça. Oui, parce que ça développe après ça développe Oui, des oui, tiges. Voilà, ça, c'était très utilisé justement par la paysannerie à l'époque. C'était les paysans qui avaient le droit d'utiliser que ce bois-là. Oui. Oui, c'est bien sûr que ça se fait encore, mais de moins en moins, ça s'est un peu perdu ça. On faisait des manches d'outils, on faisait des fagots pour allumer des fours à pain, par exemple. C'était très, très utilisé ça. J'ai lu quelque part, c'est pas garanti, hein, mais j'ai lu quelque part qu'au Moyen-Âge, c'était le seigneur qui était propriétaire du tronc de l'arbre. Oui, c'est ça. Et que par contre, les serfs avaient le droit de couper les branches et de les prendre, et de s'en servir. Que le petit bois, entre guillemets, le petit bois pour les gueux et le bon bois pour les, Voilà. pour les seigneurs. C'est apparu comme ça. Et là, ça fait des belles poutres et des brancherons. Ah oui. Et dans le temps, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Bien sûr. Les constructions, ils abattaient pas les forêts. Autre chose très 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 importante, on n'a pas encore parlé, mais un des principaux atouts de la haie, c'est la biodiversité. Ces arbres-là abritent une biodiversité assez incroyable. Dans les, Attends, tu veux que je remette? Oui, si tu veux remettre. Comment je fais pour revenir à la slide précédente? Là, ça doit être là. Quand c'est coupé ici, on va avoir des bourrelets de recouvrement, c'est pas exactement une cicatrice. Pour recouvrir la cicatrice. Voilà. Et dans tous ces petits bourrelets, en fait, il y a une vie incroyable. Ça peut être des niches pour des oiseaux qui vont dire des pics, par exemple, qui vont bien nicher là-dedans. On peut même avoir des batraciens, ça crée des espèces
de petites mares. Voilà, il y a une vie vraiment incroyable. Les batraciens qui peuvent venir Oui, s'installer ouais. là. Ça peut faire des espèces de mares aériennes voilà, qui viennent s'installer. Il y a une vie assez incroyable. Mais surtout, voilà, ça crée plein d'infractuosités pour plein d'insectes, de batraciens, de chauves-souris. C'est assez incroyable la vie qui se développe dedans. Et quand ils sont plus vieux, là, ils sont pas très vieux. Là, ils sont pas très Mais vieux. quand ils sont plus vieux, ça fait des arbres quand même qui vont au coin de la gueule. Hein. Puis oui, avec un Plein tronc de qui est volets, enfin, c'est- Et parfois, des troncs qui éclatent, Ouais, et, ça. puis et avec à l'intérieur toute une vie importante. tout à fait. Ça peut faire des arbres creux, les saules dont on va pas se creuser Je doucement. pense notamment aux saules, j'ai en tête d'avoir vu des saules comme ça, je ne sais pas quel âge ils pouvaient avoir, mais il y avait des troncs énormes et complètement éclatés. Et en fait, chaque année, ça repartait, il y avait toujours quelques branches, et les troncs étaient tellement éclatés qu'on imaginait bien qu'à l'intérieur, il y avait Ah oui, oui, plein de bestioles qui pouvaient en profiter. Parce qu'en fait, à l'intérieur, le bois, c'est pas grave s'il est mort. Parce que la vie de l'arbre, c'est sur le C'est sur le sur le tour. côté. Ouais, sur- Ouais, sur oui, le oui, biais. oui, on n'a le pas centre, l'impression. c'est la partie dure. C'est Ouais, c'est ouais, voilà, c'est ça. c'est Le dur, le dur, hein. le dur ramène et puis Ouais. la vis sur l'auguet, c'est ce qui entoure, c'est là où circule la sève. Donc ça c'est très intéressant. Et ça fait pas mal, hein. C'est pas comme nous, on le coupe en bras, ça repousse pas, mais ça fait pas mal. Donc bon, voilà, ça illustre un petit peu sur comment se fait la taille. Bon, donc on laisse passer quelques années, quand ça s'est bien développé, on coupe, on ramène ça, et puis on laisse passer à nouveau quelques années, on recoupe, et on recommence. Et là, on voit un petit peu les. Ils coupent pas tous les chiens. Enfin, c'est un peu échelonné aussi. Voilà, ça montre sur le cycle sur 11 ans, quoi. Ça montre un peu comment ça peut se passer. Ça peut être intéressant chez vous si vous avez des arbres qui gênent, qui prennent trop d'ampleur plutôt que de couper totalement. Partez sur ça, un arbre. C'est une bonne idée ça, oui, parce que souvent il y a des gens qui disent cet arbre il est Ça trop gêne, près, ça va gêner. Non, partez là-dessus, ça peut faire un petit peu de votre chauffage, un peu de paillis comme vous aviez. Voilà. C'est vrai Ça qu'on abritera coupe, ça abritera des animaux. mais il part super bien. Ah oui, non mais je sais que ça repart bien, mais il y a un moment où après C'est vrai que c'est. Et visuellement, Ouais, bon. je comprends. Ouais, et ça marche. Moi, j'ai un voisin qui a coupé ses pommiers, mais alors, il dit, ils sont morts. Ils sont Ah bah non. Ça repart, là, ça a mis 2 ans. Ah ouais, mais Oui, mais enfin, il faut quand même que ça ne marche pas sur toutes les essences. Moi, là, j'ai l'expérience de merisiers qui ont été coupés comme ça, à cette hauteur-là. C'est catastrophique. Hein. Ça repart mal, ça repart, c'est pas beau. Il y a des essences qui se coupent pas, qui se taillent pas vraiment, très peu. Ça va être bon pour le saule, le frêne peut-être. Ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal. Il y a le chêne, le châtaignier, ça marche très bien. Le châtaignier. Le châtaignier marche très bien. Il y a souvent mené comme ça. Après, tous les arabes, ça marche bien aussi. Il y a quand même beaucoup d'essences qui marchent bien. Faut pas le faire sur des arbres trop vieux. Vous avez un arbre de 50 ans, si vous lui coupez la tête à 2 mètres, il va. Là, on le voit bien, hein, ça se commence quand même très tôt. Ouais. Hein. après, un tétard qui a été laissé abandonné, enfin, qui n'avait pas été recoupé depuis un bon bout de temps. Je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais il me semble qu'il faut y aller un peu délicatement. Oui. Pour reprendre un peu. Bon, il faut que j'accélère un peu parce que c'est peut-être. Bon, on n'est pas loin de la fin. Donc, ça, c'est la partie biodiversité. Donc, cette diapositive-là, elle est bien illustrée. Elle donne quelques chiffres et elle montre que dans une haie qui est bien composée, où on a à la fois de l'herbe, des végétaux bas, des petits arbustes, des arbustes un peu plus grands et des arbres de hoget, on va trouver des quantités d'espèces différentes. Déjà dans le sol, là on n'en parle pas sur la diapositive, mais déjà dans le sol on va avoir beaucoup de vie, parce qu'il y a beaucoup de racines, il y aura beaucoup de vie. Après on va avoir des quantités d'insectes dans l'herbe, d'où l'intérêt quand même de la laisser pousser. Ça rejoint un autre thème sur la gestion différenciée des espaces verts. Il y a des quantités d'insectes qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui sont dans l'herbe.
Et c'est catastrophique quand on tombe trop régulièrement et très court, c'est catastrophique. On fait disparaître des quantités et des quantités d'insectes qui sont très utiles. Après, dans les végétaux, donc là on voit qu'on peut avoir des araignées, on a des oiseaux, on peut avoir des quantités d'espèces d'oiseaux, on a des petits mammifères qui peuvent être là aussi utiles aux parcelles agricoles voisines, hein, parce que quand il y a des... qu'est-ce qu'on peut citer comme mammifères, peut-être pas, plutôt comme il faudrait plutôt parler d'insectes. Oui, insectes et puis l'oiseau, Les beaucoup oiseaux, de surtout. rapaces pour réguler les souris, mulots, tout ça sur les parcelles. Oui, mais dans les cultures, les souris, les mulots, c'est pas tellement souhaité. C'est pas terrible. Comment? Pour l'agriculture. Alors même s'ils n'ont pas utile, ils ont leur place, hein, c'est pas grave. Mais Non, mais Il ne faut pas forcément leur chercher une utilité. Hein. c'est justement Ils sont là, ils ont le droit comme nous. Ils font partie d'un tout, hein, c'est tout un écosystème. La chaîne alimentaire. Oui, c'est tout un écosystème. On n'a pas décidé si tel ou tel doit être ici ou pas. au contraire, en ayant un écosystème bien équilibré, ça Ça va plus facilement se réguler. Alors, un intérêt dans les haies qui n'est pas mentionné, alors tous les types de... Tous les habitants de la haie sont utiles d'une façon ou d'une autre, soit au sol, soit aux arbres, soit à la végétation. Ils ont tous leur place, ils sont tous interdépendants. Mais la haie constitue vraiment un écosystème en soi, parce que ça permet en soi déjà de faire vivre plein d'animaux. Et ce qui est intéressant, je pense que Graines et Canopée doit s'en servir pas mal, c'est que dans les haies, on trouve énormément de ressources végétales locales, endémiques, vraiment locales qui n'ont pas forcément été plantées ou alors qui ont été plantées il y a très longtemps. Donc c'est un véritable conservatoire de ressources pour la bonne génétique des végétaux. Après, la haie fournit évidemment, si elle est aussi riche, s'il y a autant d'habitants, c'est qu'elle fournit le gîte et le couvert. Donc il y a à manger dans la haie pour tous les animaux, certains étant eux-mêmes le casse-croûte des autres animaux. Mais il y a des interconnexions entre tous les animaux, tous vivent à un moment ou à un autre, tous ont une utilité grâce à la haie. Ça permet à beaucoup d'animaux de s'alimenter. Donc ça, on pense bien sûr aux pollinisateurs et aux butineurs. Donc tous ces insectes-là qui vont trouver des fleurs dans la haie vont s'en nourrir. On peut penser aussi aux oiseaux qui vont consommer pas mal de baies dans les arbres, dans les arbustes. Et puis ensuite, ça permet la reproduction, parce que c'est un espace où il y a énormément d'animaux qui viennent nicher, qui viennent se reproduire. Ça permet un refuge à un certain nombre d'animaux qui craignent la présence de l'homme ou qui craignent la présence d'autres prédateurs qui se réfugient dans les haies où là, ils sont à l'abri. Et ça permet les déplacements pour aller de la mare pour un batracien, pour aller de la mare jusqu'au petit bois qui est un peu plus loin. S'il y a une haie entre les deux, ça fait un couloir de circulation où il n'y a aucun risque. Alors, pour ça, justement, ce genre, on a étudié ça aussi cette semaine. Il y a 15 jours, là, il y a certains oiseaux, par rapport aux haies, ils ont un effet jusqu'à 100 mètres par rapport aux insectes auxiliaires pour les maladies, on va dire. Oui. Des effets. Après, il y a certaines chauves-souris, certaines races, certaines espèces d'où l'importance de créer des corridors parce qu'ils ne peuvent pas traverser au-delà de 12 mètres par exemple.
Et s'il y a un champ, ça fait 100 mètres, ils ne vont pas traverser un désert. Et s'il y a des corridors, là, ils vont pouvoir faire. Ils vont des suivre le tours. corridor. Euh, Ben, ce sont de véritables corridors de c'est pour ça, circulation. Sinon, ils sont bloqués dans leur Ouais. coin. Et après, il peut y avoir un problème de nourriture s'ils Bien sont sûr. bloqués dans un bosquet. Oui, Oui, oui. c'est vrai qu'il y a des problèmes de consanguinité aussi. hein. Consanguinité, parce que les animaux ne circulent plus. C'est leur route en fait, c'est leur route. Hein. Ils suivent ça, Sont des corridors, sont des routes de circulation qui permettent aux animaux de circuler en sécurité et d'aller 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres plus loin, sans prendre le risque d'un rapace, sans prendre le risque d'une voiture, sans prendre le risque d'un engin qui va les détruire. Après, il y a toute une complexité. Alors après, il y a toute la faune auxiliaire des cultures qui est importante aussi. Les pollinisateurs, on en entend souvent parler. On parle très souvent des abeilles domestiques, mais c'est loin d'être le seul pollinisateur. Je crois qu'il y a même des chiffres qui situent son pourcentage de pollinisation est quelque chose comme 10% de l'ensemble de la pollinisation. Le reste étant fait par d'autres pollinisateurs, des abeilles sauvages et toutes sortes d'autres insectes. Les abeilles domestiques sont loin d'être les seuls pollinisateurs. Et justement, par rapport aux abeilles sauvages, ils ont parfois, suivant les fleurs, ils ont un travail en premier par rapport aux abeilles domestiques. Ben, les insectes sont parfois, pas toujours, mais il y a des insectes qui sont dédiés à certains végétaux et qui vont aller butiner seulement sur certains types de végétaux et pas d'autres. Donc c'est pour ça que tous les insectes sont utiles, parce que ils sont parfois spécialisés sur un végétal plutôt qu'un autre. Après, il y a aussi, très intéressant dans la haie, il y a des prédateurs de ce qu'on peut appeler les parasites de culture. Moi, j'aime pas trop le terme de parasite, mais c'est vrai qu'il y a tout à l'heure, je parlais des mammifères. Bon, les mulots, les campagnols, c'est pas forcément très apprécié, je pense, dans les cultures. Et ils ont des prédateurs. Et les prédateurs, c'est un certain nombre de rapaces qui vont être très heureux de trouver, qui vont s'installer dans les haies et dans les arbres, plutôt dans les arbres des haies, et qui vont, on voit fréquemment quand on circule, on voit des rapaces qui sont en haut des arbres, qui surveillent le champ et ça joue un rôle vraiment très très utile. Je ne sais pas si j'ai des chiffres ici, mais oui, là voilà. J'ai relevé quelque part qu'un faucon cresserelle, donc un petit rapace, sa consommation annuelle, c'est autour de 1000-1200 mulots par an. Donc c'est énorme. Donc ça joue un rôle, c'est un phénomène naturel qui élimine un mammifère qui pourrait être un prédateur de certaines cultures, mais dans un phénomène naturel de système biologique, il est prélevé par un autre animal, et ça apporte un bénéfice indirect aux cultures. Un autre exemple, un couple de mésanges, c'est pourtant pas gros, hein, un couple de mésanges, ça va consommer à peu près 8000 chenilles pour élever la nichée. Donc là encore, ça détruit d'autres insectes qui pourraient avoir un effet parasite sur certaines cultures. Et il y a plein d'animaux comme ça, les serpents, les fouines, les belettes se nourrissent aussi de mulots, les hérissons mangent les limaces et les escargots, enfin, il y a plein d'exemples comme ça, qui montrent comment les animaux qu'on va trouver dans la haie peuvent avoir un effet de régulation d'un certain nombre de populations qu'on peut considérer comme nuisibles pour l'agriculture. Ils vont être régulés par l'existence d'autres animaux dans un cycle complet qui est favorisé par la présence de la haie.
Si on a trop de. Alors on est envahi par certaines animal, c'est qu'il manque quelque chose. Bah, oui, c'est qu'il y a un déséquilibre dans les. Parce qu'en général, il y a un équilibre naturel qui se fait entre les différentes. Entre les prédateurs et les Si proies. on crée le logis, l'habitat, Voilà. ça va se réguler tout seul. Et là, on ne parle que des. On ne parle pas de ce qui se passe dans le sol, à la surface du sol et dans le sol, parce que là, il y a aussi énormément de micro-organismes qui décomposent les feuilles, le bois, les branches, tout ce qui est au sol, et qui fabriquent de la terre avec ça, qui fabriquent de l'humus. Et c'est tout ce travail accumulé au long des siècles qui fait qu'il y a des terres, qu'il y a des épaisseurs de terre arables significatives. Donc il y a une vie qui est toujours qui est très très importante, et la présence de la haie favorise cette vie. Donc là on a un petit résumé, une belle image je trouve, je ne sais pas qui a fait le truc, mais c'est sympa. On voit à peu près tous les habitants qu'on peut, enfin tous les habitants, les principaux habitants qu'on peut voir dans une haie, et il y a toutes sortes de choses. Les oiseaux, c'est loin d'être complet, mais il y a des oiseaux, il y a des papillons, il y a des petits mammifères, il y a des insectes, il y a des amphibiens, des reptiles. Des reptiles, j'en vois pas là, il y a les arbres, il n'y a pas de reptiles. Donc la haie, c'est vraiment c'est un microcosme fantastique pour la biodiversité. Une image qui résume un petit peu l'intérêt des arbres et des végétaux par rapport à la biodiversité. L'image parle d'elle-même. Plus il y a d'arbres, de haies, plus il y a de diversité et de quantité d'espèces animales. Et au fur et à mesure qu'on retire les haies, on s'aperçoit que ça diminue. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'image du milieu, ça va, quoi, mais il y a du monde quand même. Quoi. Là, il y a quand même pas mal de disparitions. Bon, là, on passera très vite, plus vite que quand on se balade. Mais en fait, l'intérêt des haies, c'est aussi de donner une qualité au paysage. Le long des sentiers, le long des chemins de randonnée, quand on traverse des zones agricoles, des zones rurales, les haies vraiment apportent quelque chose et donnent d'ailleurs leur nom à certains paysages. Les bocages, c'est des paysages de haies. Ça apporte énormément. On a tous quand même, visuellement et pour le plaisir de se balader, on a quand même tous plutôt une préférence, je pense, pour se balader dans des milieux qui sont un petit peu bocagés, où il y a un petit peu de verdure, où il y a des haies, plutôt que dans des espaces qui sont complètement... Qui baladent dans la Beauce, Christian. Je ne sais pas vous citer la Beauce, mais voilà. C'est vrai que c'est un peu, visuellement en tout cas... En Touraine, quand on se promène, on peut faire des kilomètres, il n'y a pas un brin, pas un arbre. Ah oui, il n'y a pas besoin d'aller Sur Sur le le endroit. Oui, il y a certaines endroits. mais c'est quand même beaucoup moins généralisé que dans la Beauce. Ah bah oui. Parce qu'on a la chance d'avoir des rivières, ils ont pas réussi à les enlever. Comment? Parce qu'on a la chance d'avoir des rivières déjà. Donc, Oui, c'est vrai. Ouais, Oui, ça compte beaucoup. Il y a quand même des endroits où c'est... dessus du Touraine. Alors que c'est des petites bosses. Donc voilà. Là, c'est pas un paysage de Beauce. Je sais pas où la photo a été prise, mais une très belle haie de creux d'un petit creux d'un petit vallon. C'est superbe, ça donne tout de suite, on imagine, un petit sentier là, sous la haie, c'est merveilleux. Ça, c'est en montagne. Comment? C'est pas ici. C'est vallonné. Oui, c'est vallonné. C'est un peu vallonné, oui, quand même. Un peu C'est vallonné. C'est les Pyrénées, le Mont Ventoux. Mais c'est pas mal.
Là, ça doit être la même que celle que j'avais mise au début. Alors après, pour avoir une belle haie, ben, il faut travailler sur les végétaux, c'est la première chose. Il faut prendre des végétaux locaux. C'est quand même, c'est ce qui donne, c'est ce qui a le meilleur. Alors, on peut se demander pourquoi prendre des végétaux locaux. D'abord parce que si ces végétaux sont vraiment d'origine locale, ça veut dire que génétiquement, ils sont adaptés au climat, au sol de la région. Et inversement, si ces végétaux sont locaux, la biodiversité animale et les insectes sont aussi adaptés à ces végétaux-là. Ils les connaissent depuis des années, des centaines d'années, et donc ils se sont adaptés à ce type de végétaux, et donc ils savent venir s'y nourrir, s'y reproduire, et ce sont des végétaux qui vont leur convenir et qui vont permettre de rassembler le maximum de vie. Donc le point important, c'est de trouver des végétaux locaux, ce qui n'est pas toujours facile, et là Mathias va nous en parler dans un instant, de façon à favoriser toutes les interactions avec l'ensemble de l'écosystème. Alors ces végétaux locaux, ben, on les trouve on trouve assez facilement les végétaux locaux qu'il faudrait mettre dans une haie, parce qu'il y a pas mal de documentation, ça on trouve. Après c'est sans doute plus difficile, c'est la suite, je vais passer, c'est sans doute plus difficile de trouver les plants dont on a besoin. Ça c'est nettement plus dur, je pense. Tu veux dire un mot par rapport à ça? Bah oui, si tu veux, c'est vrai. Christian a très bien expliqué par rapport à ça, surtout moi c'est par rapport aux insectes. On a vu par exemple passer l'aubépine, si on plante une aubépine qui va venir même de Belgique, ou c'est souvent le cas, ça va aller un peu plus loin. On va se réveiller quelques jours, quelques semaines plus tard par rapport à une aubépine qui serait vraiment locale. Tel insecte avait besoin de nourriture à cette époque-là. Ça coïncide pas. Alors je vais parler un tout petit peu je me permets de parler un tout petit peu de l'association. Nous on collecte les graines en milieu sauvage, et surtout local, donc ça va être autour d'ici. Par exemple à Artane, ça va être le plus près. On va de la graine, on collecte les graines sur des sites bien précis qui étaient boisés avant 1960, parce qu'après il y a eu des politiques un peu de replantation avec des végétaux qui venaient d'un peu plus loin, il y a eu pollution génétique. Et Christian a bien expliqué aussi l'adaptation génétique. On va faire face à des changements climatiques. Moi je pense, je parie plutôt sur le brassage génétique des espèces. On collecte sur beaucoup de pieds différents. Et il y aura un brassage génétique, une diversité génétique qui vont permettre aux végétaux de s'adapter. Il y en a certains qui ne s'adapteront pas et d'autres qui vont s'adapter, puis certaines graines qui seront plus adaptées. Bref, nous on collecte en milieu sauvage, on va de la graine jusqu'au plant pour proposer des plants de qualité et qui sont locales, avec un label qui s'appelle label végétal local, qui est assez exigeant et assez rigoureux. Donc il faut prélever sur plus de 30 pieds différents pour avoir un brassage génétique, une diversité génétique. Il faut laisser il faut collecter pas plus de 25% des baies qui sont sur un plant, pour en laisser évidemment à la faune et aux autres. Voilà, sur des sites bien précis qui sont répertoriés. Et après on peut redistribuer ces jeunes plants justement pour refaire de la haie bocagère, de l'agroforesterie, revégétaliser, voilà, un peu différents sites. Donc aujourd'hui il y a une pénurie de plants comme ça locaux de qualité. Souvent quand vous allez en jardinerie, si vous prenez un cornouiller sanguin à jardinant, il va venir de Belgique ou de Bulgarie. Voilà, donc il y a peu de chances que ça fonctionne bien pour reconstituer des choses correctement. Donc il y a une pénurie par rapport à ça. Donc nous l'association on se bat pour ça. On ouvre une pépinière là, dans très peu de temps, on est en train de produire les végétaux pour produire du végétal local. Voilà. On va faire aussi des chantiers de plantation. Et elle sera tout près, hein, cette. Alors, les pépinières sera Saint-Genou. Voilà, donc l'association s'appelle Graines et Canopées. Donc on sera producteur de végétaux. Là on est parti sur 20-30 000 plants à l'année. Le but c'est d'en faire 60-70 000. Ça peut paraître énorme, mais c'est pas tant que ça. Ça paraît énorme, oui. Ouais, ça demande quand même beaucoup de plants, de faire des linéaires et des linéaires de. On vend que du jeune plant en racine nue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre ni de godet autour de. Voilà.
qui reprend le mieux. Les végétaux sont vraiment très petits dès leur première année, qui font entre 30 et 60 cm. C'est les espèces qu'on a vues en partie ici, qui sont exposées dans les petites fiches plastifiées là-bas, que des végétaux sauvages locaux. Donc, principalement des arbustes, quelques arbres, la gamme va s'étoffer au fur et à mesure. Donc, c'est ça qui va être le plus intéressant à replanter. Pas forcément que dans les bocagères, hein, ça peut être dans des particuliers. Voilà, aussi, Ouais, oui. ça marche très bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme type de végétaux principalement? Alors ici, ce qu'on va rencontrer beaucoup, dans les classiques, on va avoir de l'aubépine, aubépine instyle, l'aubépine monogyne, cornouiller sanguin, on va avoir du sureau noir, troène commun, fusain d'Europe. Le noisetier, non? Comment? Le noisetier. Le noisetier, bien sûr, le noisetier coudrier, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Dans les plus grands arbres, on va avoir du chêne, le chêne Cécile. Cécile, oui. Ouais, le chêne Cécile, le chêne pubescent qu'on rencontre aussi ici, a l'air de beaucoup moins bien s'adapter aux périodes un peu sèches. Donc chêne Cécile, le pédonculé, pardon, qui s'adapte moins bien. Le charme marche encore très très bien. Le frêne qui peut être un peu touché par la chaleureuse, mais qui conviendra très bien aussi. Du merisier, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? J'en oublie plein des arbustes. Voilà, on pourrait faire le tour en tout cas. Donc, là, tout ce qui est exposé ici, c'est que des végétaux locaux. Donc, là, on a une quinzaine de variétés ici. Voilà, du genévrier aussi, qui sera le seul conifère qui sera présent là. Donc, c'est les espèces arbustives et grands arbres qui sera utile de planter dans divers contextes. Bon, voilà, alors des végétaux locaux, première règle à respecter, et la suivante, c'est d'avoir plusieurs strates végétales, si on peut, hein, c'est pas possible dans tous les cas, mais pour que ça réponde à tous les types de biodiversité et d'habitants possibles. Donc une strate herbacée, on commence toujours par là, le sol, c'est important que le sol soit... que la végétation naturelle qui pousse au sol soit respectée. Ça va protéger le sol de la chaleur, du gel. Ça va permettre à plein d'insectes de vivre, de s'installer là. Ça fait un corridor de circulation pour la toute petite faune. Ensuite, une strate arbustive, un peu plus haute, où là on va trouver des fleurs. Et là, ça va attirer les pollinisateurs, les oiseaux. Et puis une strate ensuite de hauts arbres, qui va attirer cette fois-ci des rapaces ou des oiseaux des oiseaux un peu plus grands généralement des rapaces, mais aussi des chauves-souris différents. Et puis des nocturnes aussi, oui, il peut y avoir des chouettes. Et puis cette strate de hauts arbres, ça on l'a vu tout à l'heure, elle va avoir des effets bénéfiques sur le vent, sur la chaleur, et elle va accueillir plein de monde. Et les pics, oui, j'ai oublié les pics parce qu'ils sont très beaux. Hein. Donc, en voilà une qui est particulièrement belle. Bon, celle-ci, on peut difficilement l'avoir dans son jardin. Hein, mais le long d'une parcelle agricole, elle peut très bien avoir sa place. Et celle-ci, elle a plusieurs dizaines d'années. Mais on voit qu'elle est variée, il y a des arbres de différentes essences. Et, voilà. Et en tout cas, visuellement, c'est très beau. Alors les bandes enherbées, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais voilà, l'intérêt c'est cette notion de corridor qu'on a vue. Idéalement, il ne faut pas que ça soit juste 10 cm ou 20 cm de bande enherbée. L'idéal c'est d'avoir 1 mètre de chaque côté de lait à peu près. Au grand minimum. Hein. Et si on peut avoir plus, c'est mieux. Pour avoir tout son rôle d'épuratrice, pour la biodiversité aussi, une dizaine de mètres c'est bien. 10-12 mètres c'est... Ouais. Un grand terrain. Oui, là c'est plutôt pour les parcelles agricoles en tout cas. Ouais, c'est plutôt pour les parcelles agricoles. Laisser la végétation spontanée qui y pousse, parce qu'en fait, elle est très adaptée au sol, au terrain.
à l'ensemble l'ensemble des insectes qui sont adaptés aussi. Donc laisser la végétation, parce qu'il y a des interactions qui fonctionnent bien. Et puis ces bandes enherbées, ben, on revient toujours sur le problème de l'entretien, les entretenir au minimum, de façon à ce qu'elles jouent leur rôle d'abri, de nourriture, d'abri, de zone refuge. Si c'est coupé tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, il reste peu de choses. Pourquoi il faut les entretenir? Pardon? On peut les laisser sauvages alors. Non, sinon après ça va repartir en... Si on laisse une prairie évoluer librement, ça va repartir vers au bout de plusieurs années. Elle va y avoir elle va repartir vers la forêt. Son mode d'évolution, c'est vers la forêt. On va avoir d'abord des ronces qui vont arriver, après ce qu'on appelle des espèces pionnières, des aubépines, des pruneliers. Si on veut que ça reste enherbé comme ça, pas que ça reste plutôt une graminé, voilà. Si ça repart Il faut au moins une tonne par an. Oui, une tonne par an, c'est largement suffisant. Et une tonne par an peut suffire. Et la faire évidemment à une bonne période, donc plutôt à l'automne. Oui, fin d'été, début d'automne. L'humain a un souci anthropologique de vision du propre, du sauvage. On ne veut pas laisser des hautes herbes, alors ça va très bien, il n'y a pas besoin. On sont obligés de toujours tomber les fossés, les bords de route. On pourrait de temps en temps laisser, en tout cas les faire les faucher beaucoup moins. Une fois à l'année, c'est largement On pourrait suffisant. te dire à la métropole. Ça commence quand même. Ah bah dis donc, Il y a des endroits où ça sur la commence route un de peu. Savenir, tu dirais s'ils pouvaient labourer, je crois qu'ils le feraient. Mais quand ils passent avec leur machine, C'est pas comme ça. Oui. déchiqueter les Voilà le résumé, avec un petit dessin qui est sympa aussi. Donc on valorise le paysage, on protège les cultures avec les haies, on lutte contre la pollution de l'eau, on favorise la biodiversité et on préserve le capital terre. Donc c'est vraiment C'est déjà pas mal. Hein. c'est déjà pas mal du tout. Et là j'ai mis différentes références. On trouve plein de documentation en fait, et y compris au niveau local, biodiversité Centre-Val de Loire, plantée locale, CPIE Val de Loire, il y a plein de choses. J'ai aussi utilisé un autre site qui s'appelle Prom-Hay. Alors c'est pas tout à fait la même région, mais c'est le haut de l'Aquitaine avec les Deux-Sèvres. Et il y a énormément de ressources très intéressantes aussi. Voilà. Merci Christian. Bravo. Maintenant, si tu veux présenter un peu davantage. Moi j'ai déjà dit en. N'hésitez pas à poser des questions. Ouais, Voilà. C'est attention, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi j'ai un terrain de 100 mètres carrés, je ne peux pas me mettre une haie comme ça. Hein. Non, en tant que particulier, on peut. Non, mais les agriculteurs, s'ils plantent des haies et qu'ils prennent, en plus, ils laissent 2 à 3 mètres, et en plus, il faut qu'ils nettoient ces 2-3 mètres, ça leur rapporte rien. C'est difficile de faire planter des haies dans ces conditions. Parce que ça leur donne du travail sans rentabilité. Il faut leur parler un petit peu justement. Il faut expliquer un peu les choses, je pense. Ouais. Et puis si, il faut leur présenter le rentabilité, les produits de la haie qu'ils peuvent en retirer. Oui, Il faut quand même mais présenter à le long côté terme, économique. quand même, hein, à long Ça terme. marche. Oui, à long terme. Il y a tout à fait. Oui. Ça marche. Et là, Mathias, tu peux nous faire part de ton expérience parce que combien. Là, on n'en a pas. Moi, j'en ai pas. Je peux absolument rien vous partager. On est trop jeune, trop frais. L'association a que 3 ans. Oui, mais vous avez planté déjà des haies, Oui. notamment chez des agriculteurs. Très peu sur des Très peu. agriculteurs. D'accord. Ça me rassure. Il y a tout à Si, alors, il y a certains agriculteurs qui seront tout à fait Les jeunes, peut-être. Ouais. Non, pas spécialement. Il y a tout un Non, groupe de pas. paysans Ça qui me- sont quand même favorables aux haies. Oui, non, mais Oui, d'accord, mais Voilà. attends, Il n'y bien a sûr. pas que des gens comme dans Ne le monte sud. pas sur qui tes leur grands font. chevaux. Bien Non, sûr. mais c'est vrai. Mais bien sûr, Il y a bien sûr. tout un monde paysan qui sait faire ça Bien sûr. et qui le fait très bien. C'est prévu qu'on aille s'adresser
un peu eux, on va plutôt les toquer à la part de la Confédération paysanne que plutôt que de la FNSEA. Il y a des agriculteurs qui veulent pas. Alors, on parle des parcelles agricoles, évidemment, c'est le meilleur endroit où en mettre, parce que c'est là où c'est vide, et c'est là où il faut un peu réensemencer, parce que il y a tellement peu de nature qu'il faut un peu réensemencer. Après, toute la biodiversité, les oiseaux vont se charger après de redispatcher un peu les graines au bout de quelques temps. Voilà, il faut réensemencer un peu, commencer à mettre notre patin. Dans l'idéal, la nature n'a pas besoin de nous, on pourrait très bien laisser sur les bords de champs. Il y a une technique aussi qui s'appelle la renaturation, c'est la régénération naturelle assistée, je vais y arriver, je suis fatigué, qui consiste à laisser une bande de 2, 3, 4 mètres totalement libre et En sauvage. libre évolution. Voilà, et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Va venir d'abord des graminées, puis des ronces, des prunelliers, des aubépines, puis après va venir des arbres post-pionniers, des bouleaux, et ensuite vont venir les grands arbres. Et la vie, elle n'a pas besoin de nous. Mais c'est tellement détérioré, dégradé. Pour moi, il faut lui donner un petit coup de pouce quand même, pour accélérer un petit peu. Oui, c'est long, en plus c'est très long tout ça. Il faut accepter pendant quelques temps ce regard toujours, un truc qui fait un peu moche, sauvage. Enfin, bon, pour moi, c'est pas moche, hein. Des ronces, tout ça, parce qu'il y a plein de vie là-dedans. Voilà. C'est une technique de faire. Si on veut aller plus vite, on replante évidemment. Voilà. Il y a un autre souci, c'est que ça manque de bras aussi, ça manque de bras, de plantes. Quand je dis de bras, c'est de gens pour replanter. Un agriculteur qui veut replanter une haie. Là, pour l'instant, ici dans le département, c'est les chasseurs qui ont le monopole des subventions pour redistribuer les sous pour faire planter ça. Ils laissent les agriculteurs se débrouiller pour planter leur haie. Ils ont la subvention, ils fournissent les plants, le paillis. Et après, il faut qu'ils se débrouillent pour planter, ils fournissent pas de main-d'œuvre. Ah oui, Donc l'association, c'est ce qu'on va faire. On sera payé, rémunéré pour faire ça. On fait ça, on a un modèle hybride entre nous faire planter nous-mêmes et une mobilisation citoyenne. On fait participer les gens. Il y a souvent pas mal de gens pour planter. On va solliciter des fois des entreprises, des IME, des instituts médicaux pour les personnes déficientes. On profite de ces chantiers pour mobiliser les citoyens, des bénévoles, il y a toujours pas mal de gens. Parce qu'il faut des bras. C'est pas hyper technique de planter avec quelques conseils pas trop complexes. Voilà, c'est pas hyper compliqué, mais il y a besoin de bras, parce que ça fait des milliards d'eux. Nous, on est sur ce modèle-là, donc il y a besoin de ça, de bras, de plans de qualité. On a pris un peu de sensibilisation aussi, on a fait un petit peu. Certaines personnes qui ne seront pas du tout réceptives à ça, d'autres qui le seront. Voilà, il faut les accompagner, les aider, avec des subventions, leur proposer des Vous êtes combien là, on va transformer. C'est une association pour l'instant qui va se transformer en société coopérative d'intérêt collectif. C'est un dérivé des SCOP. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ça s'appelle une SIC. Voilà, donc le but de cette structure-là, c'est d'amener aussi justement les bénévoles, de pouvoir avoir des bénévoles et de pouvoir amener aussi les collectivités qui peuvent être partie prenante. Voilà, ils peuvent venir sociétaires, en gros, devenir actionnaires, mais avec un côté un peu plus éthique. Voilà, les gens qui viennent actionnaires, ils ne récupèrent pas de sous, parce que c'est pas le but, la lucrativité est très limitée. Donc là, on est 3 personnes, on sera 3 associés dans la société coopérative. On sera employé à mi-temps à partir de septembre, 70% à partir de 2025. Voilà. Donc là, la principale, ce qui nous occupe beaucoup, c'est la pépinière, l'installation de la pépinière, pour produire des plants. Voilà. Le but, c'est d'aider aussi à structurer un peu une filière autour de la EBOCAGR, de l'agroforesterie. Il y a l'AFAC, l'agence française de l'arbre au champêtre. Ouais, c'est ça. Qui est née là en région centre, parce que on est un peu les bonnets d'âne sur la région centre pour tout ce qui est culture biologique, tout ce qui est tous ces enjeux un peu écologiques. Et l'AFAC région centre vient juste de se structurer. Voilà, on espère amener notre petite pierre à l'édifice pour pouvoir enclencher un mouvement comme ça un peu plus positif. Voilà. Là, ce serait plutôt le rôle de la fac d'aller aussi vers les agriculteurs, d'avoir un mouvement plus global, de pouvoir structurer une filière pour des machines, pour entretenir les haies. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Voilà. Pour l'instant, on est 3 à faire ça, puis on va essayer d'amener notre petite pierre à l'édifice. Je ne sais plus quelle était la question de départ. En tant que particulier, ce qu'on peut faire, venir planter des arbres si on a envie de temps en temps, en parler autour de nous. Oui, déjà de participer à des chantiers participatifs, oui, ça peut être une bonne idée. Mais sans ça dans son jardin, la première recommandation, c'est de moins tondre.
puis de laisser un espace où on ne touche pas. Éventuellement de tondre une partie où vraiment on veut s'installer, où on veut. Mais laisser sur les côtés, laisser en évolution libre et tondre qu'une à deux fois par an. Une fois au printemps et une fois à l'automne. Mais pendant toute la floraison, laisser. En plus, les fleurs risquent de venir, des fleurs qui puissent s'installer. Oui. Dans la flore sauvage, il y a des belles fleurs. Hein. C'est le mieux adapté. La jardinerie chercher le meilleur plan, le plus mellifère, vous laissez pousser une prairie. C'est ce qui marche le mieux. Et mieux. Et quand. Ce que tu peux faire aussi, c'est éviter de tailler trop sévèrement la haie. Tu as une haie au fond de ton jardin. Oui. Bon, bah ça, déjà ne pas tailler la haie à une période qui ne convient pas, bien sûr. Donc pas de taille de haie entre mi-mars et fin août. Voilà, donc tailler de préférence septembre-octobre. Et puis pas forcément tailler trop court. Il faut des compromis, il faut trouver des compromis, voilà. Et déjà on peut faire ça dans son jardin. Il y a déjà ça qui est possible. Donc aussi, on a un plan local d'urbanisme, on ne peut pas laisser pousser les. C'est ça. Oui, après, c'est coincé. C'est pour ça. Oui, c'est vrai, il y a des contraintes aussi. Si le voisin embêtant n'avait pas plus de. Des hauteurs, oui. Mais bon, il y a quand même on arrive quand même à composer un peu avec ces règles-là des fois. Quand on a des bons voisins, on peut s'arranger. Bah oui. Nous, on a une haie qui fait une cinquantaine de mètres qu'on a plantée il y a 30 ans. Il n'y a pas que des espèces locales, je suis désolé, il y a 30 ans. Ouais, bah Donc, c'est mieux que. Par contre, on s'en occupe pas vraiment. On la laisse vivre. Il y a du bois mort dedans. Mais c'est très bien, le bois mort, c'est très bien. J'espère. Il y a besoin de bois. On estime que pour la vie, que les cycles de biodiversité se mettent en place, il faut laisser 1 à 2 arbres tous les 100 mètres dans une haie comme ça. Du bois mort, il faut le laisser. Un gros tronc sur souche comme ça complètement mort, il faut le laisser pour. Il y a plein d'insectes et plein d'oiseaux qui sont régalés. Non, on n'est pas obligé de tailler une haie. Souvent, on parle de taille de haie pour les agriculteurs, pour laisser un petit peu passer les engins, ou sur un chemin communal pour pas que le chemin soit recouvert, que ça prenne trop de place. C'est élargi un peu. Dans les liens, tout dépend ce qu'on va faire de la haie, encore une fois. Si c'est pour produire du bois, si c'est. On peut la laisser libre, évidemment. Oui, il y a des organismes qui financent. Il y a plusieurs types d'organismes qui financent Pour favoriser la biodiversité, on peut avoir une aide supplémentaire. Mais avec le réchauffement climatique, on ne va pas avoir des gros problèmes parce que ça va être compliqué, ne serait-ce que déjà pour. J'ai vu l'exemple des chenilles. Les chenilles arrivent plus tôt qu'avant. Les oiseaux n'ont pas encore fait leur petit. Il fait que quand les petits des oiseaux naissent, comme ça, ils n'ont plus les chenilles parce que les chenilles elles sont déjà parties en. C'est décalé. Peut-être ça va s'auto. Ça va probablement se réguler petit à petit. Oui, ça on peut rien y faire. C'est vrai ce que vous dites, mais avant il fallait des siècles et des siècles pour que l'évolution se fasse. Tandis que là, on est sur. Ça va beaucoup trop vite. Le coup est parti, c'est trop tard. Il y a pas qu'il n'y a pas rien à faire, mais c'est comme ça. Le réchauffement est en marche, il n'y a pas rien à faire. C'est avant qu'il est. Mais il est rapide. Oui, il est trop rapide par rapport à ce que. Il est trop rapide par rapport à l'adaptation C'est des pour ça espèces. qu'il y a certaines essences qui s'adapteront, d'autres qui s'adapteront pas. Moi, je ne suis pas partisan. Il y a une école qui va être partisan de planter des végétaux plus du sud. Je trouve que c'est un peu présomptueux. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe qu'une juste une question de température. Oui, ça mérite de faire des essais. Moi, je suis plutôt sur la diversité génétique, qui s'adaptera à ce qui s'adaptera. Mais c'est son fait. Ouais, c'est ça. On peut aussi tester, on peut aussi faire des tests, voir des choses, observer. C'est très utile, je pense, d'observer. Le OCP, le végétal, c'est plutôt renforcé pour supporter le réchauffement. Bon, on va peut-être. Ouais. Ah, merci. On va peut-être discuter tranquillement.
Merci beaucoup. Ah.